d'abord, ce que je dirais pour répondre à cette question, c'est qu'il ne s'agit pas d'introduire le discours psychanalytique ou un discours psychanalytique. Parce qu'au sens où il y aurait un savoir déjà constitué. C'est pas du tout comme ça qu'on peut travailler avec des équipes ou avec des gens qui travaillent auprès des enfants. Parce qu'on va travailler avec l'inconscient, et donc avec quelque chose qui n'est pas déjà là. Quelque chose qui va se constituer dans l'adresse et dans la situation, dans la rencontre avec le psychanalyste. Alors, j'ai fait beaucoup de travail de supervision d'équipes d'éducateurs, de psychologues, dans différentes situations. Donc je peux dire un peu ce que m'a appris au fond ce travail que j'ai fait pendant de nombreuses années. La première chose, c'est que mon travail, je l'ai toujours fait autour de l'analyse d'une seule situation. Toujours, on travaillait pendant 1h30 sur une seule situation. De manière à pouvoir aller le plus loin possible dans la présentation de cette situation, de ce qui posait problème aux uns aux autres, les points de difficulté qu'ils pouvaient rencontrer avec les parents, avec l'enfant, avec les autres membres de l'institution. Ça, c'était travailler sur une institution, de manière à ce que chacun puisse exprimer son désarroi, sa difficulté. Ça a comme conséquence que les personnes qui travaillent dans le groupe de supervision apprennent à s'écouter les uns les autres. Et donc apprennent à repérer que les difficultés qu'ils rencontrent, eux, ne sont pas forcément les mêmes qu'une autre personne rencontre. Donc ça, déjà, ça les forme, on pourrait dire, à la singularité de chacun. Parce que ce que vise la psychanalyse, c'est la singularité de chaque cas. Et donc pour pouvoir atteindre quelque chose de singularité, ça suppose de former les personnes à repérer le maximum d'éléments cliniques qui sont à leur possession mais qu'ils ne savent pas qu'ils ont dans leur possession. Les petites observations qu'ils ont pu faire, les phrases qu'ils ont entendues dont ils ne savent pas quoi faire, enfin toutes ces petites choses-là. Donc c'est tout un travail de, comment je dirais ça, d'apprendre à ouvrir son attention et son observation. Parce qu'avec les enfants, il y a beaucoup de choses à observer, pas seulement entendre, mais aussi à observer. Donc ça, c'est un travail qui peut se faire, c'est ça que fait l'analyste au fond. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir un savoir préétabli, mais d'apprendre aux personnes à repérer, dans le travail de tous les jours, les éléments qui vont pouvoir orienter leur conduite après. Alors on travaille aussi à partir des lapsus, des oublis. Quand ils ne se souviennent plus, s'il y a un petit frère, un grand frère, si c'était il y a longtemps que la mère est partie. Donc tous ces éléments, avec ça on va pouvoir travailler parce que ça nous donne une idée, à moi mais au groupe aussi, des effets de contre-transfert, des effets transférentiels qui sont provoqués par la situation. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler. Voilà un peu comment moi je travaille. Alors j'ai fait des supervisions, ça je peux aussi un peu en dire deux mots. Ce qu'on appelle en France les points rencontres, c'est-à-dire quand les enfants sont séparés de leurs parents pour des questions de maltraitance en général, ils ont l'occasion de rencontrer les parents dans un lieu protégé où il y a des psychologues et des éducateurs. Ils rencontrent les parents 1 heure ou 2 heures pour passer un peu de temps avec eux. Et là, on s'est rendu compte que les parents très maltraitants pouvaient aussi être maltraitants dans la rencontre. Et donc là, j'apprenais au fond aux éducateurs à repérer tous les signes cliniques que pouvait manifester un enfant dans le malaise, dans la rencontre avec les parents, et aussi comment les parents pouvaient envahir, par exemple, la situation. Et pouvoir après décider, définir comment on pourrait faire pour que l'enfant ne soit pas trop mis à mal par la rencontre, par exemple. Et c'est comme ça qu'on pouvait décider, par exemple, que parfois il fallait qu'il soit au moins 2 éducateurs, ou un psychologue et un éducateur, parce qu'un seul, ça ne suffisait pas quand la situation était trop, disons, pathologique. Donc voilà comment on peut travailler avec des équipes. Et donc il ne s'agit pas de distiller un savoir qui serait déjà là. C'est-à-dire c'est avoir une position d'analyste dans une équipe. Donc avec différents protagonistes. Voilà comment moi je travaille.
question qui supposerait un dialogue, parce qu'il n'y a pas de devoir. Évidemment, ça va dépendre de chaque situation, de chaque institution. Il faut d'abord s'interroger sur la mission de l'institution. Et donc c'est par un travail de réflexion sur la mission de l'institution qu'on va pouvoir savoir quoi faire avec les parents et avec les enfants. Parce que si la mission consiste justement à aider les parents à mieux saisir les difficultés de leur enfant, on va faire un travail d'écoute des parents, d'écoute des enfants. Et s'il s'agit de protéger l'enfant du fait, par exemple, de mauvais traitements, la mission ne va pas du tout être la même. Elle va consister au maximum à protéger les enfants. Donc, en fonction de l'institution, évidemment, les missions ne sont pas les mêmes. Donc là aussi, hein, ça supposerait des nuances à savoir au fond. En tout cas, on ne peut pas savoir par avance. Il n'y a pas à dire, à prendre une orientation plutôt qu'une autre. On n'a pas à donner des dictats sur ce qu'il faut faire quand on rencontre les parents, les enfants. À chaque situation, c'est à chaque fois quelque chose de nouveau. Et ça suppose justement, parce que je crois que c'est ça le plus important, c'est que on n'a affaire qu'à des cas singuliers. Ce ne sera jamais pareil d'un cas à l'autre. Avec un enfant psychotique comme avec un enfant névrotique. C'est jamais à l'avance ce que la rencontre va mettre en œuvre. Elle est obligée de travailler sur ce qui apparaît dans la rencontre. Alors évidemment, la catégorie de utile, ça ne s'applique pas du tout à la psychanalyse. Voilà bien un terme qui ne va pas, qui est antinomique avec la psychanalyse. C'est pas possible. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la psychanalyse, au fond, comment on pourrait dire ça, travaille avec l'inconscient, est déterminé par le travail avec l'inconscient. Et l'inconscient, ce qui le caractérise, il y a une temporalité qui caractérise l'inconscient. Alors je ne sais pas si ça existe en bulgare, c'est pour ça que j'aurais bien aimé dialoguer. En français, on a le futur antérieur. Le futur antérieur qui est un temps qui dit il aura été. On peut dire que le temps de l'inconscient, c'est le futur antérieur. C'est donc un temps qui ne va pas du tout avec l'utilité. C'est pas possible. L'autre chose, c'est qu'on a appris justement avec Lacan que l'inconscient, c'est pas un sac dans lequel on pourrait aller chercher des trucs qui pourraient être utiles, on sortirait les bons outils, tout ce qu'il faudrait pour voilà, corriger un symptôme, faire arriver à un bien-être qui ne serait pas là. La psychanalyse en ce sens-là, elle ne peut pas être pensée en termes d'utilité. Elle a un outil, la psychanalyse, c'est le transfert. Alors c'est un outil. Pas tout à fait, c'est le même terme en latin, outil et utilité, mais c'est l'outil. Et avec le transfert, là, effectivement, il commence à se passer des choses, un certain nombre de choses. Le seul fait d'être écouté, au fond, fait que, d'une certaine manière, n'importe quel sujet qui est entendu au niveau de son être, et pas simplement au niveau comme ça de ce qu'il faudrait corriger chez lui, comme le proposent toutes les thérapies. Déjà, même à un premier niveau, il y a déjà une amélioration qui se fait du seul fait d'être entendu dès le départ. Parce qu'il y a une mise en route du transfert qui fait que petit à petit, les personnes vont rester dans un lieu où on les écoute. Les personnes restent à ce niveau-là. C'est une utilité de surcroît, on pourrait dire. Mais elle ne vise pas à quelque chose d'utile par rapport à toutes les autres thérapies qui justement sauraient ce qu'il faut pour le sujet, sauraient le bien-être qu'il faut apporter, sauraient l'antithèse de la psychanalyse. La psychanalyse n'a pas de projet pour l'autre. Hein. Alors Jacques Lacan, c'est un médecin psychiatre français qui est né au début du siècle et qui est mort en 1981. Alors il a travaillé comme analyste, bien sûr, d'abord au sein de la Société psychanalytique de Paris, ce qu'on appelle la SPP, qui appartenait à l'IPA, et il en est sorti
Alors il y a eu une première scission, on peut dire qu'à ce moment-là, l'enseignement de Lacan, proprement dit, a commencé. Il en est sorti sur des critères extrêmement précis, qui sont un combat autour de la Lion-analyse, tel que Freud l'avait proposé, dans la mesure où, à la SPP, à ce moment-là, il y avait l'idée que seuls les médecins pourraient être psychanalystes. Or, pour Lacan, la psychanalyse et pour Freud, comme pour Freud, la psychanalyse n'a strictement rien à voir avec le champ médical. C'est-à-dire qu'être médecin n'est pas du tout une bonne indication pour être psychanalyste. Ça n'empêche pas que des médecins sont psychanalystes, mais ça n'a rien à voir. Dans le champ médical, le champ médical prend le patient en main et traite son symptôme. Dans la psychanalyse, je dirais plutôt que le patient se prend en charge et surtout on travaille avec le symptôme. Donc ça, c'est déjà une énorme différence. Alors, en plus, il y avait à ce moment-là vraiment une fermeture de l'inconscient chez les post-freudiens, il y avait une situation de la psychanalyse, en France, mais dans le monde aussi, qui était la psychanalyse de l'ego-psychologie, qui fait qu'une psychanalyse conduisait à grossir le moi, donc la fonction imaginaire, plutôt que à faire que la personne... Au fond, c'est une psychanalyse adaptative, on peut dire. Et donc, le travail de Lacan a été vraiment ce qu'il appelle son retour à Freud, de revenir au concept freudien et à la pratique freudienne, au tranchant de la pratique freudienne, en disant qu'en effet, une pratique ne pouvait pas aller sans aussi une théorie. Il y a une pratique théorique, si on peut dire. Il faut avoir quand même, ça ne veut pas dire qu'on applique justement une théorie, au contraire, mais pour pouvoir pratiquer la psychanalyse, il faut quand même avoir une théorie en tête, enfin l'oublier au moment de la pratique, mais connaître très bien, avoir travaillé la question de la théorie. Donc son idée, ça a été il a créé à ce moment-là sa propre école. Il a créé sa propre école et donc son idée, ça a été de revenir vraiment au fondement de la psychanalyse en disant que les fondements de la psychanalyse, c'est dans le langage. Nous sommes des êtres de langage. L'inconscient est structuré comme un langage. Ça a été son premier axiome, on peut dire, qui a fait le tour du monde, alors quand même. Et donc, son premier travail, ça a été de revenir vraiment à la théorie freudienne, mais alors avec les sciences connexes de notre époque. C'est-à-dire que son idée, ça a toujours été aussi de sortir la psychanalyse des constructions mythiques de Freud, par exemple. Et donc, d'où ces écritures en mathème, par des mathèmes, c'est-à-dire une écriture un peu mathématique, pour dégager la structure, là où justement tout l'imaginaire pouvait couvrir et au fond ne pas laisser voir le fond de la structure chez Freud, c'est une chose extrêmement importante, c'est que Freud nous met face à des structures qui sont toujours trouées. Il n'y a pas de fondement. Ce sont des structures qui n'arrivent pas à se boucler sur elles-mêmes. Ce sont des structures qui ne peuvent pas s'universaliser, justement. D'où le travail de Lacan, aussi avec la logique, pour mettre vraiment à nu et pour avancer par rapport au point où Freud avait laissé la théorie et la pratique analytique. Et ça a toujours été le travail de Freud. Il est toujours parti des points d'achoppement de Freud pour faire le pas suivant. De Lacan. Oui, Lacan est toujours parti du point d'achoppement dans la théorie de Freud pour faire justement le pas suivant. Alors, il s'agissait aussi de ramener la question de la sexualité, qui avait totalement disparu du champ de la psychanalyse, donc évidemment... alors voilà, alors le travail de Lacan, il est parti de ce retour à Freud, et puis ensuite... alors il a réhabilité par exemple l'Oedipe dans le champ de la psychanalyse, là où les théoriciens de la relation d'objet avaient mis la mère. Lui, il a ramené évidemment la question du père avec toute la dimension symptomatique, on sait bien qu'il travaille les humains,
Donc ça a été, on peut dire, son premier travail, hein, enfin l'un de ses premiers travaux, au moment où il a vraiment commencé son enseignement à proprement parler. Et d'ailleurs son premier enseignement porte sur les cas freudiens, et ensuite sur les écrits techniques de Freud. Vraiment, on voit ce retour à Freud, il va travailler dans les textes de Freud réellement pour pouvoir retrouver le tranchant de la découverte freudienne. Il nous a aidé à lire Freud. Oui, alors ça, c'est absolument, c'est tout à fait important. C'est que aujourd'hui, lire Freud sans Lacan, enfin, je veux dire, on lit Freud après Lacan aujourd'hui. C'est voilà, c'est comme ça que. Et en tout cas, enfin, je crois que, je ne sais pas, vous dites qu'il n'est pas très connu en Bulgarie, Lacan. Je pense qu'il est quand même connu de tous les psychanalystes, même bulgares. Parce qu'aujourd'hui, toute la psychanalyse est lacanienne. Même ceux qui ne font pas référence à Lacan, ils lisent Lacan. Ils sont venus à Lacan. Alors oui, il y a eu aussi la fameuse querelle autour des séances courtes. Les reproches qu'on a fait à Lacan, alors on appelle ça séance courte. C'est pas tant séance courte que séance à temps variable. C'est très différent. La question n'est pas de faire des séances courtes. La question, c'est de repérer le temps logique qui est propre à chacun, temps logique de l'inconscient. Chaque patient, justement, a son propre temps logique, et de pouvoir, c'est ce dont parlait Marie tout à l'heure, de pouvoir scander, justement, dans le discours du patient, de pouvoir scander pour que le savoir inconscient s'élabore. Le savoir, l'inconscient, en effet, c'est pas quelque chose qui préexiste à la parole. C'est quelque chose qui se réalise dans la parole, dans les actes manqués, dans les rêves. Voilà. Donc c'est du non réalisé qui, par instant, se réalise. C'est freudien. Et ça, Lacan l'a repris, l'a vraiment réintroduit dans le champ de la psychanalyse. Et donc, Lacan l'a toujours dit, il est absolument freudien. Alors, aussi qu'il a voulu renoncer aux standardisations de post-freudien. Absolument, oui. Justement pour saisir au plus près la scansion propre à l'inconscient. C'est quelque chose de furtif, qui s'ouvre, qui se referme. Donc il fallait trouver techniquement des modalités pour essayer de saisir au plus près l'inconscient qui se manifestait. C'est pour ça qu'il a modifié des éléments techniques qu'on lui a reprochés. Alors la fin de son travail porte plutôt sur ce qu'on appelle la jouissance, c'est-à-dire ce qui outrepasse le principe du plaisir, c'est les modes de jouir d'un sujet, mais qui peuvent tout à fait le contrarier, dont il peut souffrir, qui peuvent faire symptôme pour un sujet. Alors Lacan disait que le champ lacanien, à proprement parler, c'était le champ de la jouissance, là où le champ freudien serait plutôt du côté du désir. Bon, c'était sa façon de voir les choses. On peut dire que même la question de la jouissance, il est allé la chercher chez Freud, mais justement là où Freud n'avait pas les éléments, n'a pas pu élaborer jusqu'au bout cette question-là, Lacan, effectivement, l'a fait beaucoup avancer. Alors, il y a aussi toute la dimension de la pratique, et notamment la question de la fin de l'analyse, qui est extrêmement importante chez Lacan. Il a toujours repris ces questions-là. Depuis le début de son enseignement, il a toujours retravaillé cette question au fur et à mesure que, justement, son élaboration avançait. C'est un work in progress, comme Freud, c'est l'enseignement de Lacan. Au fur et à mesure que son enseignement avançait, eh bien, il reprenait la question avec les éléments qu'il avait pu, du point où il en était de son élaboration. Et donc c'est ce qui fait qu'on a comme ça différentes énonciations concernant la fin de l'analyse. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que c'est une question que nous a légué Freud. Dans le texte de 36, Analyse avec fin, analyse sans fin, Freud dit en effet qu'une analyse devrait idéalement transformer le sujet sur ses modes de jouir et sur son rapport à la castration. C'est les deux points qu'il laisse, et il dit que lui, là, il achoppe, mais il dit que c'est son achoppement à lui, et qu'on ne sait pas à quel moment, enfin, que plus tard, peut-être, quelqu'un pourra trouver des issues, des solutions, précisément pour sortir de l'Oedipe. On va en parler tout à l'heure de l'Oedipe, mais voilà. Alors, Lacan a toujours repris cette question-là, et il a donné en effet une issue, là où il y avait un point d'achoppement chez Freud.
Alors on va en parler dans les questions suivantes, je pense. Alors le lacanisme, c'est quoi? C'est tous les gens qui se revendiquent de Lacan. Alors ça fait quand même beaucoup de monde de par le monde. Lacan est quand même considéré comme l'un des grands penseurs du XXe siècle. C'est avec Lévi-Strauss, Sartre et Freud. Il fait partie vraiment, il est au sommet dans le monde entier. Donc je pense en Bulgarie aussi. Voilà. Tu peux sans doute, on pourrait en parler pendant des heures de Lacan.